à cette autre édition du rapport Boivin, édition du 11 octobre 2018 pour la dernière semaine, c'est-à-dire celle du 5 au 11. Encore plein de choses au menu. On ne s'ennuie pas au rapport Boivin. Vous vous en rappelez, la semaine dernière, on se quittait un peu sur le drame qui se déroulait du côté des Américains, à savoir si le juge pressenti par Donald Trump, Brett Kavanaugh, serait assermenté, serait confirmé pour commencer par le Sénat américain. On avait encore quelques doutes sur quelques sénateurs. En tout cas, il n'y a pas eu de grande surprise. C'était chaud. Et il a été confirmé par le Sénat, et je pense que ça n'a même pas pris 5 secondes qu'il était assermenté à la Cour suprême des États-Unis. Et le lendemain, c'est-à-dire samedi, je pense, en tout cas dans le week-end dernier, Donald Trump le recevait à la Maison-Blanche avec sa famille, sa femme, ses 2 petites filles, et l'assermentait. Ce qui a surtout frappé de tout ça, parce que Donald Trump ne peut jamais rien faire comme personne, là, c'est qu'il se soit ouvert la trappe pendant cette assermentation-là. Il aurait pu être très classe, très présidentielle et simplement lui souhaiter la bienvenue et un excellent mandat à la Cour suprême des États-Unis, alors qu'il siégera à vie, parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme au Canada. Ici, il y a une retraite obligatoire à 75 ans, pas aux États-Unis. Et il aurait pu lui souhaiter un beau mandat. Non, il fallait qu'il s'ouvre la trappe et qu'il dise quelque chose qui a fait réagir puis continuer cette espèce de drame qui ne finit jamais, à savoir qu'il lui a souhaité, il a émis des excuses au nom de la nation, pas juste à son nom, à lui, mais au nom de la nation. Vous savez, un peu style Justin Trudeau, la main sur le cœur, tout ce qui manquait, c'était les larmes. Pas sûr qu'il est capable de pleurer, le président Trump. Et en tout cas, il s'est excusé au nom de la nation pour ce que le juge Kavanaugh avait eu à passer à travers en disant que c'était probablement le processus de vettage le plus complexe et le plus ardu, le plus humiliant auquel un candidat avait été soumis dans l'histoire américaine, sans dire pour autant qu'il y a un peu du comportement du juge Brett Kavanaugh qui était à l'avant-scène, qui avait des allégations quand même sérieuses. Lui qui, une semaine avant, disait que la témoin avait fait part d'un témoignage avec beaucoup de dignité et que c'était très émotionnant et tout ça. Alors, il a jeté tout ça du revers de la main, puis il est parti sur une lyre de dire que, un peu plus de dire que les victimes, dans les cas de ces dénonciations, c'était les personnes qui étaient pointées du doigt. Alors, c'est comme oublier le mouvement MeToo, moi aussi, avec ce genre de propos. Quand tu as le président américain qui dit que c'est tellement triste ce qui se passe pour nos jeunes hommes, alors qu'on oublie de dire qu'il y a des victimes, et dont la très, très grande majorité sont des femmes, qui ont eu tellement de misère à s'avancer pour dénoncer parce que souvent le système de justice n'était pas là pour les appuyer, les aider à cheminer dans des moments qui étaient souvent très, très horribles et qui les suivaient pour le restant de leur jour. Là, c'est comme ça, on fait 10 pas en arrière. Enfin, et c'est drôle parce que, mais c'est pas drôle dans le sens haha, là, mais c'est bizarre parce que sa femme, Melania, est dans un voyage en Afrique, et alors qu'elle discutait avec des médias, est revenue sur la question. Elle tempère toujours un peu plus que son mari dit en démontrant une certaine sympathie, est peut-être plus efficace que Donald, par exemple, parce qu'elle démontre une certaine sympathie aux victimes, à celles qui dénoncent, mais en même temps en disant qu'on doit quand même être juste pour les accusés ou les gens qui sont pointés du doigt. Ce avec quoi j'ai aucun problème. Je vous le disais dans le cas de Kavanaugh. Mon problème avec le cas de Brett Kavanaugh, c'est que dans le doute, on s'abstient. Il y a bien d'autres avocats, juges de d'autres paliers qui auraient pu certainement satisfaire les 2 côtés de la Chambre du Sénat américain sans poser. C'est sûr qu'il y aurait eu de la politique, de la partisanerie, mais quand tu prends un candidat, on l'a vu ici au Canada lors des nominations par Stephen Harper, moi-même, j'ai participé à un comité qui a sélectionné des juges,
qu'on a suggéré à Stephen Harper et au ministre de la Justice fédérale pour envoyer à la Cour suprême du Canada. Je me rappelle entre autres du processus qui a envoyé Richard Wagner, qui est maintenant le juge en chef de la Cour suprême du Canada, et nous étions unanimes. Il y avait des représentants des conservateurs, il y avait un représentant libéral, et il y avait moi qui étais là au nom du nouveau Parti démocratique. Alors, il y a moyen de faire les choses correctement et de mettre une qualité d'individu sur une liste pour faire en sorte qu'on envoie la meilleure personne. Là, même pour le juge Brett Kavanaugh, je le plains pas parce qu'il a couru peut-être un peu après. Mais ceci étant, je pense qu'il va être observé le premier jugement auquel, la première décision auquel il prendra part, va sûrement être scruté à la loupe, discuté et tout le tralala. Alors, ça sera certainement à suivre, mais comme je le disais, l'impact sur le mouvement, moi aussi, je ne pense pas que Donald Trump ait pu y faire tant de dommages parce que ceux qui sont ces ardents sympathisants à Donald Trump ont sûrement jamais été du côté des victimes du mouvement Moi aussi, MeToo. Et dans ce contexte-là, on perd rien dans ce contexte-là. Mais ceci étant, il y a eu un sondage que j'ai trouvé particulièrement intéressant cette semaine qui est sorti, un sondage Somme qui a été fait pour Cogeco, et plus particulièrement le poste 98.5 de Montréal, qui est le frère, si vous voulez, du poste ici en Outaouais du 104.7, où je fais des commentaires tous les matins, et pour le magazine L'Actualité. Et c'est quand même très, très fortement, on se rend compte, je pense qu'à quelque chose comme 91%, les gens connaissent le mouvement, moi aussi, MeToo, disent qu'ils ont une tendance à croire les victimes, espèrent en grande majorité qu'on les appuie, qu'on chemine avec elles, qu'on les aide dans le processus. Et en même temps, on se garde tous une petite gêne. Il n'y a personne qui veut voir un innocent accusé pour rien. Il n'y a pas grand monde, par contre, dans le sondage qui croit que la majorité des femmes qui sortent sur la place publique le font pour des raisons de vengeance ou de coups montés ou autre. Alors, parce qu'on réalise comment c'est tellement difficile une fois qu'une personne se met sur la place publique avec ce genre de situation et étale sa vie privée au grand jour, juste pour des points, de vils points pour essayer de faire mal à une personne. Mettons qu'à date, là, il n'y avait pas grand monde dans le sondage qui croyait ça, mais qu'il faut quand même faire attention. Les employeurs auxquels parfois certaines victimes dénoncent des comportements douteux en milieu de travail, ben on se rend compte avec le sondage qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient qu'il y a des employeurs qui vont soit trop vite, autrement dit, qui n'ont même pas eu le temps de faire une enquête, qui n'ont même pas pris le temps de faire une enquête, vérifier s'il y a quelque chose de véridique, est-ce qu'il y a une preuve à ce niveau-là, et qui décident de rejeter un employé, de le jeter à la porte sans autre enquête. Donc, il faut trouver un juste milieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens connaissent bien le mouvement comme tel, donc c'est bon signe pour la suite des événements. Une claque en pleine face de Donald Trump cette semaine, c'était l'annonce par Nikki Haley, ça vous dit probablement rien, mais Nikki Haley que vous voyez à l'écran, c'est l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, un des plus grands, sinon le plus grand poste d'ambassadeur au monde pour les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de décisions importantes qui se prennent à l'ONU. Elle a annoncé qu'elle prenait sa retraite, si on veut, de ce job-là. Ça va avoir lieu à la fin décembre. Ils ont fait une conférence de presse ensemble, Donald Trump et Nikki Haley. Et ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans, c'est il y a eu tellement de médias qui fabulaient toutes sortes d'hypothèses aussi bizarres les unes que les autres. Elle, ce qu'elle dit, c'est que ça va faire 6 ans à la fin de décembre qu'elle occupe ce poste, qu'elle est en politique, et puis que, bon, il est temps qu'elle passe un petit peu à autre chose. Et ça, il y en a beaucoup qui pensent, par contre, qu'elle part pour mieux revenir, pour peut-être un jour se lancer elle-même à une course présidentielle. C'est une femme extrêmement
intelligente, qui n'était pas toujours d'accord avec les positions de son président. Mais ceci étant, il y en a d'autres qui pensent que c'est parce que le président veut nommer sa fille, Ivanka, que vous allez aussi voir, qui est un peu l'âme en arrière de Donald avec son mari Jared au niveau des affaires internationales. En tout cas, lui-même, Donald Trump, parce que les médias lui ont posé la question, a trouvé ça bien comique en disant « ça serait une bonne nomination mais Ivanka elle-même a tweeté à l'effet qu'il était hors de question, qu'elle trouvait ça bien intéressant, mais non. On verra. Et de la même façon qu'on verra si Nikki Haley, qui a dit qu'elle s'en allait pas pour se présenter contre le président Trump aux élections de 2020, elle a dit non, j'ai aucunement l'intention de me présenter contre le président en 2020. J'ai plutôt l'impression qu'elle sera là, moi, en 2024. Elle sera la relève et peut-être la première femme présidente à être élue aux États-Unis. En tout cas, on va scruter un petit peu plus à la loupe là, la personne qui est Nikki Haley, à moins qu'elle parte puis qu'on l'oublie, puis que, tu sais, à un moment donné, là, quand tu es trop longtemps parti des feux de la rampe, bien, c'est ça que ça fait. Et parlant des tempêtes qui se déroulent à la Maison-Blanche, vous avez tous vu des images absolument horribles. C'est absolument indescriptible de ce qui se passe présentement avec l'ouragan Michael dans le coin de la Floride, de la Georgie, de la Caroline du Nord, du Sud. C'est tellement dévasté. Il y a des coins. Nous autres, ici, on a vu ça, la tornade. J'écoutais quelqu'un à TVA l'autre jour qui disait, un météorologue, que c'était rien, la tornade à Gatineau, à comparer des vents, puis de la destruction de quartiers complets, là. Mais ça va être tout un défi de reconstruction. Et on le sait que c'est souvent la saison des ouragans aux États-Unis. Normalement, ça se termine vers la mi-septembre. En tout cas, celle-ci, c'est tout un ouragan. Et on va leur souhaiter bonne chance dans la reconstruction. Juste avant de m'en venir enregistrer ici, jeudi le 11 octobre, en après-midi, je voyais une conférence de presse avec Donald Trump. Qu'est-ce qu'il trouve de bon à faire, lui, en cette belle journée d'après-ouragan? Bien, c'est d'avoir un dîner avec la star bizarre, pour ne pas dire complètement, en tout cas, faites-en ce que vous voulez, de Kanye West. Ça, c'est tellement important de s'asseoir avec Kanye West pendant ces moments absolument importants. Je voulais vous glisser un petit mot de deux ex-premiers ministres du Canada, Stephen Harper et Jean Chrétien. Stephen Harper qui sort un livre et qui est devant le Canadian Club au moment où je vous parle. Et ce qu'il y a de bizarre dans le cas de Stephen Harper qui nous fait des leçons sur le populisme, c'est qu'il est devant ce Canadian Club. Les médias avaient été invités, semble-t-il par erreur, parce qu'on a retiré l'invitation. Et tant qu'à Jean Chrétien, bien, il est venu dire d'autres inepties absolument incroyables, mais tellement typiques. En tout cas, pour lui, la notion de société distincte du Québec, c'est un petit détail, puis il n'y a rien là. Et il se permet des commentaires sur à peu près tout. Une pause et on revient. Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, notre attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Et nous voilà de retour au rapport Boivin, édition du 11 octobre. Je vous ai parlé de l'ouragan Michael. Je vais maintenant vous parler de la tempête Michaël Jean. C'est absolument incroyable. C'est le 17e sommet de la francophonie qui se déroule présentement en Arménie. Ce qu'il y a de particulier avec ce sommet qui fait qu'on en entend autant parler du côté québécois, du côté canadien, c'est parce qu'on est appelé du côté de la francophonie à soit reconduire le mandat de Michaël Jean qui avait été suggéré par le gouvernement Harper aux pays membres de la francophonie. Il y en a, je pense, une cinquantaine, un petit peu
pas loin de 60, et une trentaine de pays qui en font partie aussi de cette grande francophonie à titre d'observateur. Si vous voulez une image, là, faites juste vous dire que pour le Canada siège à part entière. Le Québec siège à part entière, le Nouveau-Brunswick aussi. L'Ontario est là à titre d'observateur. Un jour aura peut-être le statut de membre à part entière, mais on verra bien. Ceci étant, d'habitude, les mandats, c'est pour à tout le moins 8 ans. Un premier mandat de 4 ans qui est reconduit par les pays membres. Et aux surprises, il n'y a pas longtemps, le président Macron de la France, qui est le premier bailleur de fonds, la France, de la francophonie, a fait état du fait qu'il n'avait pas l'intention, la France n'avait pas l'intention d'appuyer la reconduction du mandat de Michaël Jean. Il préférait encourager, était pour présenter la nomination de Mme Louise Mushikiwabo, qui est la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Moi, ça m'a surprise à ce moment-là. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que ça pourrait être avec les histoires qu'on a entendues au niveau des dépenses princiers de la secrétaire générale Michaël Jean? On en a beaucoup parlé au Québec. Il y a des médias qui en ont fait des pleines pages pendant des semaines et des semaines à donner cette impression de princesse Michaël Jean. Puis après ça, quand j'ai commencé à mettre toutes les choses en place, je commence à penser, puis je ne veux pas vous sortir une théorie de complot cet après-midi, mais je commence à penser sérieusement qu'on a fait exprès du côté de la francophonie, certains pays membres, puis je ne dirais pas nécessairement lesquels, qui aimeraient bien voir un pays de l'Afrique être à la tête de la francophonie plutôt que le Canada, qui est quand même un élément extrêmement important de la francophonie, mais qu'on est habitué de voir relativement docile dans toutes ces organisations-là, parce que n'en déplaise à Justin Trudeau, qui a une assez bonne réputation à l'international, en tout cas différente de celle de M. Harper, qui a l'air du bon gars sympathique, jeune, avec qui on aime bien se faire prendre en photo. C'est pas très, très inquiétant de ne pas faire plaisir au Canada. C'est ce qu'on a comme impression du côté de l'international. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. Alors, je pense que la France se sentait très à l'aise de dire qu'il tasserait Michaël Jean et se lancerait vers un autre pays. Pourquoi ça me surprend? Surtout que ce soit quelqu'un issu du Rwanda. Premièrement, le Rwanda, qui n'a même pas le français comme une de ses langues officielles, qui l'a évacué, c'est l'anglais qui est comme sa deuxième langue officielle. Et beaucoup de... Ça, je pourrais vous en faire un long discours sur la francophonie, alors qu'il y a des tonnes de pays là-dedans que je pense qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire de parler en français, puis qui n'ont de français là, que l'apparence, puis la sympathie, puis c'est tout. Puis qui y voient une bonne façon, parce qu'oubliez pas, hein, le passé colonialiste de la France, et avec beaucoup de ces pays-là qui font partie de cette organisation, qui a été développée, qui a été mise sur pied pour essayer de créer un ensemble assez cohérent et où on travaillerait beaucoup les éléments de démocratie, de droits humains, etc. Alors, et ça, faut au moins donner le crédit à Michaël Jean. Ce sont des dossiers qu'elle a portés à bout de bras. Elle, venant d'Haïti, étant arrivée ici au Canada, ayant réussi à franchir beaucoup d'étapes. Vous vous rappellerez, elle avait été journaliste à Radio-Canada et ensuite gouverneur général. Puis, en tout cas, j'en pense, elle a quand même eu une carrière assez intéressante. Là, j'ai vu beaucoup d'hypocrisie entre vous autres et moi. Moi, j'ai une horreur de ces institutions-là, pas parce que j'y crois plus ou moins, c'est juste que tellement de flafla diplomatique, là. Moi, je trouve donc diplomatie, ça rime beaucoup avec hypocrisie. Parce qu'en même temps que François Legault, lui, aussitôt qui a été élu premier ministre du Québec, a annoncé qu'il s'en allait au sommet, c'était son premier geste qu'il faisait, il s'en allait au sommet de la francophonie, il n'y avait aucunement l'intention d'appuyer Michaël Jean. Ça ne m'a pas tellement surprise parce que ça reste dans son discours de transparence, du fait que les dépenses, il veut... alors, c'est un discours plus... confiné au territoire du Québec qui fait plaisir à sa base électorale. Mais que le Canada, qui a toujours dit qu'il était pour appuyer Mme Michaël Jean,
revire de bord la veille pratiquement du départ de M. Trudeau pour s'en aller au sommet. Puis qu'après ça, de voir Justin Trudeau devant Mme Michaëlle Jean en train de lui faire la grosse accolade, faire un discours au premier matin des réunions du sommet pour faire son apologie à Mme Michaëlle Jean. La même chose pour le français Macron, qui dit toutes les bonnes choses qu'il a pu faire, mais en même temps, on va te flusher, ma belle. Ça me tape sur le gros nerf. Est-ce que Michaëlle Jean va s'en aller parce qu'on est habitué de délire par consensus? Autrement dit, on sent tout le monde est plus ou moins d'accord, il y a peut-être des récalcitrants, mais on a un consensus et c'est ça qui se prend comme décision. Mais ici, ça a l'air que Michaëlle Jean n'a pas l'intention de partir juste comme ça en disant « merci beaucoup, puis ça m'a fait plaisir, puis vous êtes bien fin, puis salut, au revoir ». Elle a décidé de continuer avec sa démarche, en tout cas au moment où je vous parle, et elle a fait tout un discours et je l'applaudis parce qu'elle a parlé justement, elle a demandé aux pays membres de quel côté de l'histoire est-ce qu'ils voulaient être. Est-ce qu'ils voulaient être du côté des principes en arrière de cette organisation internationale de la francophonie ou est-ce qu'ils voulaient plutôt être dans ces cas de tractation alors que la France a beaucoup d'intérêt économique en Afrique? À suivre, j'ai hâte de voir de quel bord ça va tourner. Est-ce qu'on va extensionner le mandat de Mme Jean ou est-ce qu'on va tout simplement la larguer? En tout cas, pas très fier que mon pays, le Canada et le Québec aient décidé de ne même pas appuyer leur candidate. J'ai trouvé ça pas assez cheap. Merci. Du côté de Gatineau, ça a bardé cette semaine encore. Il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Je ne sais pas quel brillant personnage a décidé d'envoyer un haut fonctionnaire, le directeur au niveau des infrastructures, faire une entrevue seul à seul avec un journaliste du droit, excellents articles pour expliquer les retards, qu'on n'était pas si en retard que ça, puis en même temps de se plaindre qu'on était toujours du côté de la fonction publique gatinoise, pointé du doigt, puis c'est parce que tout se passe en public, puis ça devrait pas, puis bon, patati et patata, et depuis le début de la semaine que je le dis, et là, finalement, ça semble cliquer à droite et à gauche parce que j'entends le commentaire ressortir à travers d'autres commentateurs, d'autres journalistes, on s'interroge tous, je m'interrogeais en début de semaine, c'est quoi la logique de vouloir se plaindre, de rendre des choses publiques, mais de le faire publiquement à travers un journal? Alors, il y a quelque chose à ce niveau-là qui ne me revient pas, que je n'arrive pas à comprendre ni à saisir. Et je peux vous dire, selon moi, qu'il n'y a pas un haut fonctionnaire de la Ville qui parle sans que la direction générale soit en accord avec ça et sans que le maire, à tout le moins, et le comité exécutif en soient au courant. Donc, c'est avec leur accord. Est-ce que c'est la nouvelle façon de gouverner qu'on a entendu décrier de la part de Mme Bureau, de Mme Boudria et de d'autres cette semaine? J'espère qu'on va revoir tout ça. J'espère que le président du conseil, qui semblait dire que ça n'intéresse pas grand monde au niveau de la ville, ben moi, je m'excuse, là, mais comme payeur de taxes et juste comme résident de la ville de Gatineau, ça me tape énormément sur les nerfs que de voir cette situation. On a l'impression qu'il y a des membres du conseil qui sont en chicane avec l'administration. Si c'est le cas, réglez vos problèmes, arrêtez de jouer aux enfants, réglez ça. Et d'un autre côté, si c'est toujours les mêmes qui se plaignent, bien peut-être que c'est parce que les autres ne sont jamais satisfaits, je ne le sais pas. La journée que j'entendrai des gens du Parti Action Gatineau faire peut-être un pas de côté, à date, il y a une espèce d'esprit de corps, ou si je pourrais dire une certaine ligne de parti qui fait en sorte qu'on les entend rarement parler. En tout cas, c'est à suivre. Mais tout ce qui touche à la Ville devrait nous intéresser comme contribuables. Alors, de dire que ça n'intéresse pas, c'est sûr que ça m'intéresse peut-être dans l'ordre des choses un peu moins que de réparer les trous des rues, là, puis de m'assurer que mon eau soit de qualité. Parlant de l'eau, au défi de la Ville, ça, toute l'ancienne ville de Hull, à l'exception possiblement du plateau, va se retrouver sans eau pour une période de 5 jours. Au moment où vous m'écoutez, là, si vous êtes à Hull, vous n'avez probablement pas d'eau, vous devez la faire de qualité, vous devez la faire bouillir. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire des réparations majeures aux usines de traitement d'eau. Ça, c'est correct. Est-ce que, par contre, c'était fait en pensant, est-ce que là, les gens ont été avisés une semaine d'avance? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les gens n'auraient pas pu avoir
plus de délais, les commerçants, les restaurateurs, enfin bref. Moi, j'ai eu à faire ça 2 jours et je peux vous dire que j'avais hâte que mon eau soit redevenue à la normale, puis je suis dans le secteur Gatineau, pas loin de l'hôpital. Alors, ça vous donne une idée. On s'attend d'une grande ville, de la 4e plus grande ville de la province, qu'on ait ce genre d'infrastructure de qualité. Et on en a beaucoup d'infrastructures à réparer. Allez parler avec l'Ordre des ingénieurs du Canada. Ils vont vous dire le déficit en infrastructure, tant au niveau municipal que provincial et fédéral, c'est astronomique. Et rajoutez à ça des moments absolument dramatiques comme des tornades, des ouragans, des pluies diluviennes. Et je vous dis qu'on n'est pas gros face à la nature et face à nos manques à ce niveau-là. Je voulais vous parler rapidement du pot. Par le temps qu'on va se voir la semaine prochaine, le pot va être accessible. Est-ce que dans vos milieux de travail, vous avez une politique? Êtes-vous au courant c'est quoi les règles dans votre milieu de travail? Je pourrais parier que les 3/4, la réponse, ça serait non. Mais c'est pas surprenant. Faites juste vous dire que ces mêmes règles, avez-vous le droit de boire pendant les heures de travail? Non, probablement pas. Bien, vous n'avez pas plus le droit de prendre un joint ou peu importe la façon. J'ai appris qu'il y aurait plusieurs façons de pouvoir prendre le cannabis. Mais ce qui me surprend dans le dossier du pot, puis je veux absolument que vous ayez cette question dans votre tête, comment se fait-il que nous, en Outaouais, on a la plus grosse usine avec la compagnie XO, anciennement Hydro-Poticaire, à Masson, qui est énorme, qui va subvenir, qui a le plus gros contrat au Québec avec les sociétés québécoises du cannabis. Puis on n'a aucune place ici en Outaouais pour avoir accès au marché du cannabis. Et je veux vous faire une petite parenthèse aussi, parce que devant un comité sénatorial, je pense, ou de la Chambre des communes, en tout cas, peu importe, au niveau des finances, il y a des producteurs de cannabis qui sont venus dire au gouvernement, avec les taxes que vous allez imposer, les surtaxes, vous allez nous rendre très peu compétitifs vis-à-vis les trafiquants de drogue. Et ça, c'est une problématique sérieuse qui va faire en sorte que le marché noir, oubliez ça, la raison d'être de légaliser le cannabis ne sera même pas rencontrée parce qu'ils ne seront pas concurrentiels avec le marché noir. En toute fin, je veux féliciter les étudiants de l'École secondaire de Lille, de l'École secondaire Mont-Bleu. Vous avez fait ça comme des champions. Au moment où je vous parle, c'est merveilleux. En termes d'accueil, ça a bien été. On a une nouvelle solution avec Asticou qui s'en vient au mois de décembre. Fait que tenez vous serrez, c'est presque fini ce moment-là, mais c'est là qu'on montre qu'on fonctionne. Et bravo à la chaîne humaine qui a eu lieu dans le coin de l'École secondaire Nicolas Gatineau. Parole de Boivin, je dis plus rien.